Il y a près de 200 ans, la plus grande explosion volcanique jamais enregistrée a secoué notre planète. Elle était 6 fois plus violente que celle du Krakatoa et du Vésuve combinés. L'éruption du Tambora en Indonésie a laissé une marque indélébile dans l'histoire du monde. Aucune éruption volcanique connue n'a fait autant de morts. Mais ce n'était que le premier acte du drame. Un an plus tard, un froid mortel s'abattait sur l'hémisphère nord. Le ciel couleur rouge sang inspira le peintre Turner. Et du froid glacial émergea la silhouette du monstre imaginé par Mary Shelley, Frankenstein. Cette année-là, dans toute l'Europe, ils furent des centaines de milliers à mourir de faim. Peut-il y avoir un lien entre ces événements? À l'opposé du monde, 2 scientifiques partent en quête de réponses. Leurs recherches vont mettre au jour les premières traces d'un royaume disparu et révéler comment un simple volcan indonésien a pu provoquer un été sans soleil. Sumbawa, Indonésie. Avant l'éruption de 1815, l'île était un petit comptoir commercial des Indes orientales. Aujourd'hui encore, la montagne qui domine la région est l'un des volcans les moins étudiés du monde. Haraldur Sigurdsson est un volcanologue reconnu et le grand spécialiste mondial des ruines romaines de Pompéi. Il a été le premier à découvrir les victimes du Vésuve. Aujourd'hui, il compte renouveler l'exploit au Tambora. Il a parcouru 15 000 km pour rejoindre l'une des régions les plus géologiquement instables de la planète. Le Tambora n'est que l'un des quelques 150 volcans actifs que compte l'Indonésie. Autrefois, il dominait tous les autres de sa haute stature. Mais aujourd'hui, il est réduit à une immense coquille vide, dressée sur la péninsule nord de cette île peu peuplée. Quand la montagne a explosé, son tiers supérieur a été projeté dans le ciel, laissant à la place le plus grand cratère au monde. Aujourd'hui, le paysage est silencieux. Mais sous ces paisibles pentes boisées se cache un secret archéologique encore intact, le monde perdu des habitants de Tambora. On raconte que des milliers de gens ont trouvé la mort. Et pourtant, pas un seul corps n'a été retrouvé. Haraldur Sigurdsson est le premier à les chercher. Pour lui, savoir comment les victimes ont péri est crucial pour comprendre l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre histoire. Il entame ses recherches sur le flanc ouest du volcan, là où des pièces de monnaie datant d'avant l'éruption ont été découvertes. Cela fait 16 ans que je prépare cette expédition et je n'en ai jamais parlé à personne. Je savais qu'il y avait un immense potentiel et le plus excitant, c'est de savoir si nous allions retrouver le village perdu de Tambora. Qui sait, ce sera peut-être le Pompéi de l'Asie. Mais les habitants de l'île de Sumbawa n'ont pas été les seules victimes. Sur toute la surface du globe, des gens ont souffert et même péri à cause des séquelles de l'éruption. Été 1816. Le gel et la neige recouvrent le nord-est des États-Unis et l'est du Canada. Et en Europe, une pluie froide, drue et incessante tombe de mai à septembre. Les récoltes sont perdues. Affamée, la population en est réduite à manger des charognes et de l'herbe. Mais existe-t-il un lien entre cet été hivernal et l'éruption volcanique à l'autre bout du monde?
À Londres, dans les salles de la Tate Gallery, le climatologue Michael Chenoweth examine des indices pour le moins surprenants. Il scrute en effet l'œuvre du peintre William Turner. Michael a consacré toute sa carrière à compiler diverses informations sur les phénomènes météorologiques et le Tambora est sa grande passion. Ces aquarelles, où l'on voit des ciels crépusculaires, ont été peintes 1 an après l'éruption et bien avant l'ère de la photographie en couleur. Pour lui, ce sont donc de précieux témoignages visuels prouvant qu'en 1816, le ciel n'avait pas un aspect normal. Nous voyons une prédominance de la couleur rouge, ce qui ne me surprend pas dans le cas d'une explosion aussi forte que celle du Tambora, qui libère un important volume de poussière et de débris. Cela concorde avec ce que nous savons d'autres éruptions volcaniques de l'histoire. Pour obtenir des preuves supplémentaires, Michael poursuit ses travaux aux archives de la presse britannique. Son objectif est de passer au peigne fin des documents de l'époque, journaux, lettres, comptes rendus ou bulletins météorologiques. Ce document vient de Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. C'est une description détaillée des feux de forêt et des gelées brutales qui se sont produites simultanément. À la page suivante, je tombe sur un rapport météorologique tenu par un Bostonien qui note des informations très utiles pour un météorologue. Les températures, la force des vents et les conditions météo en général. Ici, nous voyons les températures glaciales de fin septembre en Nouvelle-Angleterre qui ont détruit les récoltes et qui ont provoqué la plus courte saison de pousse jamais répertoriée. Ce ne sont que 2 pièces du puzzle. Mais la météorologie est un système planétaire et je dois réunir autant de pièces que possible. Dans son camp de base, Haraldur Sigurdsson a dû retarder sa recherche des victimes du volcan. Depuis son arrivée, il y a eu une série de secousses sismiques qui pourraient indiquer l'imminence d'une éruption. Aucun scientifique n'a ausculté le Tambora depuis qu'il l'a fait lui-même, il y a 16 ans. Il doit donc s'assurer qu'il ne risque pas de se réveiller. Il est très surprenant qu'aucune équipe scientifique ne soit allée inspecter la caldeira du Tambora. Mais cela s'explique principalement par les difficultés logistiques. Elle est très difficile d'accès. Il faut en effet mettre sur pied une expédition complexe, qui va durer 5 jours. Haraldur est accompagné du géophysicien Lou Abrams, du volcanologue Igan Sutawijaya et de pas moins de 25 porteurs. C'est la saison sèche et il n'y a pas d'eau en bordure du cratère. Il faut donc transporter des centaines de litres vers le sommet qui est situé à 2800 mètres d'altitude. Mais avant l'éruption, le Tambora culminait à 3900 mètres. C'était la plus haute montagne d'Indonésie. La cause de l'explosion, une chambre souterraine gorgée de magma, est toujours là, enfouie à 1200 mètres de profondeur sous la bordure actuelle. En 1815, un mouvement de la croûte terrestre entraîne une accumulation de pression dans la chambre. Le Tambora enfle de plusieurs mètres avant d'exploser, projetant des cendres chaudes à environ 45 km d'altitude dans le ciel. À l'époque, l'Indonésie est une colonie hollandaise. Et on peut se faire une idée des faits en consultant les récits des témoins archivés aux Pays-Bas. Bernice de Jongbos a passé des heures à les compiler. On a du mal à imaginer ce qui s'est passé exactement. Ce fut une catastrophe majeure. Selon nos estimations actuelles, le bilan humain a été d'au moins 120 000 morts. Les estimations de l'époque évoquent la disparition de 90% des habitants de l'île. Mais les récits de première main sont rares.
Bernice a pourtant découvert un journal tenu par un témoin qui vit alors sur une autre île, Java, à 600 km de distance. À l'époque, John Crawford était un officier britannique en poste à Surabaya et il entendit le bruit de boulets de canon. Il supposa qu'il s'agissait d'une bataille navale au large. Au-dessus de Surabaya, le ciel s'est obscurci pendant 3 jours. Au 3e jour, jusqu'à midi, nous fûmes plongés dans la nuit noire. Durant 3 jours, je donnais tous mes rendez-vous d'affaires à la lueur de la bougie. Le lendemain, des cendres commencèrent à pleuvoir. John Crawford l'ignorait, mais il était le témoin des retombées de la plus grande éruption volcanique connue à ce jour. Près de 2 siècles plus tard, Haraldur Sigurdsson et son équipe approchent de la source du drame. Ils vont camper pour la nuit près du rebord de la caldeira. Nous sommes à 2500 mètres d'altitude. La nuit va être froide. Ici, au-dessus des nuages, toute chaleur disparaît après le coucher du soleil. Mais les membres de l'équipe sont très enthousiastes. Haraldur est l'un des rares à être jamais descendu dans la caldeira. Comme la chambre de magma est toujours nichée sous le fond du cratère, il est essentiel d'écarter tout risque d'éruption. Une éruption peut se produire au fond de la caldeira sans que l'on s'en aperçoive immédiatement. C'est déjà arrivé 2 fois. Soudain, on remarque un écoulement de lave que personne n'avait signalé. Nous devons donc surveiller tout cela de près pour évaluer l'état du volcan. Dès l'aube, les hommes atteignent le bord du cratère. C'est incroyable. Il mesure 8 km de large, pour 1,2 km de profondeur. C'est le plus grand cratère volcanique au monde. Haraldur, qui étudie le volcan depuis plus de 20 ans, a calculé quelle quantité de roche a dû être expulsée dans l'atmosphère pour créer un tel gouffre. Le volume de magma ou de roche en fusion qui sort d'un volcan est difficile à imaginer. Mais l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ représentait environ 6 km3 et celle du Krakatoa en 1883, 10 km3. Pour celle-ci, c'était 100 km3. Elle remporte donc la palme avec la plus grande quantité de matière déplacée par un volcan dans les temps historiques. Pour l'instant, le volcan dort, mais son sommeil est agité. La caldeira semble plus dangereuse qu'à l'époque de la dernière visite d'Haraldur. Il est donc crucial de dresser un bilan de la situation, dès maintenant. Pas question d'entamer des fouilles archéologiques s'il y a le moindre risque d'éruption. Haraldur, tu entends ça? Tu le vois d'où tu es? Non, mais je l'entends. Sois prudent. Je ne sais pas ce qui a provoqué ça, mais c'est important. Les éboulements sont monnaie courante dans la caldeira, car le sol est sec et friable et les sédiments instables. Il faudra à Haraldur une demi-journée de descente quasiment à la verticale pour atteindre le fond du cratère. Pendant ce temps, Michael Chenoweth se rend à Berne pour rencontrer un historien suisse.
Il espère en apprendre plus sur l'impact dévastateur de l'éruption en Europe. En effet, c'est dans les Alpes suisses, avec leurs vallées encaissées et isolées, que le terrible été 1816 a frappé le plus durement. Christian Pfister est spécialisé dans l'histoire des changements climatiques et s'intéresse de près aux effets du Tambora. Comment a été la météo cet été-là? Ce fut l'été le plus froid depuis 500 ans. Il a neigé presque toutes les semaines dans les vallées et les vignes n'ont pas mûri. À l'automne, les pommes de terre ont dû être ramassées sous la neige et elles n'étaient pas à maturité non plus. Avec son relief montagneux et sa courte saison des cultures, la Suisse est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. En 1816, toutes sortes de récoltes meurent sur pied et la hausse des prix des céréales pousse de nombreuses familles à la famine. Les gens ont dû se contenter de substituts comme de l'herbe ou la chair d'animaux en décomposition. Et ceux qui en mangeaient tombaient gravement malades. Un voyageur suisse décrit ainsi la vie tragique des paysans. La faim était peinte sur leur visage. L'homme était en piteux état. Sa tête reposait dans ses mains. Il était déjà trop faible pour travailler. La nourriture se résumait à de l'herbe bouillie, assaisonnée d'un peu de sel, mais sans beurre ni autre ingrédient. C'était leur dîner. Il est peu probable que ces gens aient pu survivre. Après ce terrible été sans soleil, ils n'ont qu'une seule perspective, un hiver encore plus rude. À mesure que les morts s'accumulent, les fermiers ruinés, les veuves et les enfants abandonnés affluent dans les villes. Un témoin raconte avoir vu des rues peuplées de prostituées, de mendiants, de bandes de pickpockets et de voyous attaquant quiconque à quelques pièces. Aux premières loges du drame se trouvent Percy et Mary Shelley, deux écrivains britanniques venus passer l'été avec Lord Byron au bord du lac Léman. Mais le froid inhabituel les empêche de sortir. Par une nuit glaciale, Mary rêve d'un monstre revenu d'entre les morts, moitié homme, moitié bête, perdu dans un paysage alpin, désolé et polaire. Elle baptise son monstre Frankenstein. Une météo angoissante a inspiré un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature gothique. Le Tambora a déclenché une crise alimentaire mondiale. À mesure que l'été 1816 avance, un nombre croissant d'Européens meurent de faim. Les autres ne peuvent que prendre leur mal en patience et prier. Mais en France, la perte des récoltes et la pénurie alimentaire déclenchent la colère de la population. Dans les villes, le moindre rassemblement d'importance dégénère en soulèvement populaire. Des hordes de réfugiés rôdent et évacuent leur colère sur les riches négociants ou tous ceux soupçonnés de faire des réserves. Mon Dieu! Pierre! Pierre, où es-tu? Viens vite! Dans le département de l'Aude, les archives municipales décrivent comment un groupe de vagabonds a attaqué le marché et pillé les greniers. Toutes les conditions sont réunies pour mettre le feu aux poudres d'une nouvelle révolution.
Les autorités parviennent tout juste à contenir la colère de la population affamée. Certaines régions de France sont au bord de l'anarchie. Partout en Europe, parmi les jeunes enfants, les personnes âgées et les plus vulnérables, la liste des victimes s'allonge un peu plus chaque jour. Mais il faudra attendre l'année suivante pour que ces décès soient officiellement attribués à la famine. Des statistiques précises sur le nombre de morts imputables directement à la perte des récoltes sont donc impossibles à obtenir. Dans la ville suisse d'Appenzell, le nombre de décès a doublé entre 1815 et 1816, passant de 5 000 à 10 000. Dans cette seule ville suisse, on peut donc conclure que 5 000 personnes sont sans doute mortes de faim. Dans toute l'Europe, les estimations font état de chiffres impressionnants, avec environ 200 000 victimes probables. En Indonésie, Haraldur Sigurdsson atteint enfin le fond du cratère. Seules quelques personnes se sont aventurées si loin. Maintenant, il marche directement au-dessus de la chambre de magma, le cœur du volcan. Ici, il est cerné par une muraille dépassant 1200 mètres de haut. Les couches géologiques superposées se lisent comme les pages d'un livre, chacune racontant une éruption passée. La plus violente est celle du sommet. C'est la catastrophe de 1815. La caldeira est parsemée de cheminées fumantes, d'où s'échappent des gaz venus des entrailles de la Terre. L'odeur d'œuf pourri, caractéristique du dioxyde de soufre, est très prenante. Il y a bien plus d'activité hydrothermale qu'auparavant dans la caldeira. Les cheminées créent une sorte de brume qui enveloppe tout l'intérieur, comme un nuage de fumée. Cela indique que le magma est sans doute remonté plus près de la surface qu'il ne l'était lors de ma précédente visite, il y a 16 ans. Ici, le sol est meuble et chaud. J'espère ne pas m'enfoncer dans de la terre en fusion. Ah, ça boue là-dessous. Bien qu'il n'y ait aucun signe avant-coureur d'une éruption imminente, la chambre de magma est clairement sous pression. Quand on marche sur le fond de la caldeira du Tambora, tout nous rappelle que c'est un volcan très actif. Le soufre que nous voyons aujourd'hui provient de la même source, du même magma situé en profondeur dans le volcan que celui émis par l'explosion de 1815 jusque dans la stratosphère avant d'être propagé sur toute la surface du globe et de provoquer un bouleversement climatique. En 1815, les particules microscopiques de dioxyde de soufre transportées par les vents d'altitude créent une barrière qui bloque les rayons du soleil. Les conséquences dans l'hémisphère nord sont constatées pour la première fois en 1816, quand la chaleur du printemps n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas eu d'alternance chaud-froid. Avant, la météo changeait d'une saison à l'autre. Mais là, le cycle s'est grippé et s'est mis en boucle. Parmi ceux qui remarquent ces changements se trouve Thomas Jefferson, qui note méticuleusement la température chaque jour de l'été. Observateur attentif de la nature, le président américain constate une combinaison désastreuse de sécheresse et de gelée brutale. Sur tout le continent, les semences ne peuvent pas germer. Les veaux et les agneaux meurent, et ceux qui survivent ne peuvent être nourris. De nombreux fermiers se retrouvent ruinés. Plus au nord, les glaces hivernales ne parviennent pas à fondre. Au Labrador, on a parlé de ce changement comme d'une révolution climatique.
Les navires qui apportaient des provisions ont mis des jours, voire des semaines, à avancer au milieu de la glace. La mer était gelée jusqu'à 300 km de la côte en 1816, et les bateaux ont eu beaucoup de mal à accoster. Sur la rive, les gens attendaient désespérément le ravitaillement. Sur les pentes du volcan, Haraldur Sigurdsson est prêt à se lancer sur la piste de ceux qui vivaient autrefois au pied du Tambora. La plupart des habitants actuels sont arrivés récemment et se soucient peu de retrouver la trace de leurs prédécesseurs. Mais Ousmane, un chef de village, conduit l'équipe jusqu'à une ravine où il a vu des tessons de poterie. Selon lui, sa trouvaille pourrait désigner l'emplacement du royaume disparu. S'il a raison, Haraldur et son équipe pourraient avoir sous leurs pieds les vestiges de toute une population figée dans le temps. Je pense depuis très longtemps que nous avons toutes les chances de retrouver un peuple anéanti par cette éruption catastrophique. Et le nombre de victimes, environ 117 000 dans les alentours, est absolument renversant. Aucune éruption volcanique connue n'a fait autant de morts. Pour confirmer l'intérêt potentiel du site, l'équipe procède aux premières vérifications. À l'aide d'un radar de sol, Lou Abrams peut détecter la présence de bâtiments ou de constructions qui les guideraient vers d'éventuels squelettes. That's it. You can go faster. Hey, good data, guys. Good signal. Les infos sont bonnes. On a un signal. That's just right. Ouais, c'est parfait. Yeah. We still have... Oui, on l'a. Ici, il n'y a pas de lave. Le sol est recouvert d'épaisses couches de cendres et de ponce. Comme à Pompéi, l'éruption du Tambora a englouti les habitants sous une coulée pyroclastique, une avalanche de cendres, de roches et de gaz brûlants qui a déferlé sur eux à plus de 150 km/h. Ce n'est pas une pente naturelle. On dirait qu'elle a été aplatie. Arrêtez ici. Et voilà qu'une sorte de structure apparaît sur l'écran du radar. Autre signe prometteur, la couche superficielle du sol est très friable. Comme c'est une ravine naturelle, les premières couches de dépôts volcaniques ont déjà été emportées par les ruissellements sur plusieurs dizaines de centimètres. C'est le jour de chance d'Haraldur. Voici une grosse poutre carbonisée. C'est clairement un morceau de bois taillé, travaillé par la main de l'homme. Ce n'est pas juste un tronc d'arbre calciné. C'était un morceau de charpente. À en juger par la taille de cette poutre, je pense que c'était un bâtiment relativement grand. Et dans le sable et la ponce, on trouve des tessons de verre et de poterie. Cela nous indique que nous sommes bien sur un site idéal pour les fouilles. On touche peut-être au but. Aux Archives nationales de Londres, Michael Chenoweth est lui aussi sur une piste. Il a mis la main sur des données météorologiques mondiales relevées au jour le jour au XIXe siècle. C'est une mine d'informations objectives et fiables jusqu'alors inexploitée, mais idéale pour une analyse scientifique. Il se plonge dans les journaux de bord de la marine britannique. Immédiatement, il a la main heureuse. Été 1816, à bord de l'Inconstant. Chaque jour, à midi pile, le capitaine, Sir James Lucas Yeo, et son second se retrouvent sur le pont pour lire leur position au sextant. Ils sont en route vers la côte ouest de l'Afrique, dans le cadre de patrouilles anti-esclavage. La position du navire est notée avec soin, ainsi que les conditions météorologiques, à intervalles réguliers, de jour comme de nuit. Et près de 2 siècles plus tard,
Ce journal de bord joue un rôle inestimable dans l'étude des changements climatiques. 6 heures, vent violent et mer agitée. 9 heures, brusque changement de vent vers le nord-ouest, avec une mer encore plus démontée. 9h30, le canot de sauvetage a été emporté par les vagues. Michael a mis la main sur une véritable station météo itinérante. Il y a des comptes rendus sur la température, la direction des vents et les précipitations tout au long du voyage. Et l'odyssée de l'inconstant n'est qu'un début. Il se passe la même chose sur des navires voguant sur toutes les mers du globe. En épluchant leurs journaux de bord, Michael sera le premier à établir un modèle météorologique des océans en 1816 et à pouvoir comparer cette année avec d'autres. Il y a une surabondance d'informations. C'est incroyable. Toutes les 2 ou 3 heures, il semble y avoir des relevés de température dans ce journal. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est la bonne année et ce bateau naviguait dans les tropiques, ce qui est parfait. 4 semaines après le début des fouilles, Haraldur Sigurdsson et son équipe mettent au jour une véritable pépite. Un premier site de peuplement qui appartenait au royaume perdu de Tambora. Ils ont exhumé toute une maison. Ces gens étaient peut-être riches. Des ornements et des bijoux commencent à sortir de terre. Il y a des récipients en cuivre et des fragments de tissu, peut-être en soie, ainsi que des objets en verre et en porcelaine fine. Tout cela laisse penser que les habitants de Tambora ne vivaient pas coupés du monde, comme on le croyait, mais faisaient du commerce avec la Chine et l'Inde. Peu à peu se dessine le portrait émouvant d'une communauté prospère. On sait peu de choses sur ceux qui vivaient ici. Ils auraient eu une langue et un mode de vie bien à eux et vécu de l'élevage des chevaux. L'éruption les a rayés de la carte et il n'est resté personne pour raconter leur histoire. Mais à une 50aine de kilomètres de l'autre côté du volcan, se trouvait un autre village où certains ont eu la vie sauve. Le chef du village de Sangar a raconté ce qu'il avait vu à un officiel britannique dans un document qui existe encore. C'est un document très précieux, car on y lit le récit fait par le Raja de Sangar. C'est le seul témoin oculaire fiable qu'on ait. Il était environ 7 heures. 3 colonnes de flammes se sont élevées près du sommet du Tambora. Rapidement, toute la montagne a ressemblé à une masse de feu liquide qui s'écoulait dans toutes les directions. Les descriptions du Raja aident Haraldur à reconstituer l'enchaînement des faits en ce jour fatidique du 10 avril 1815. Le Raja a vu une colonne de feu monter très haut du volcan, avant de redescendre en cascade, en 3 grands ruisseaux de matériaux rougeoyants sur les flancs du volcan. Ça a dû être un spectacle terrifiant, parce qu'il se dirigeait directement sur Shangar. Le village a été presque totalement détruit. Le Raja de Sangar a vu des gens, des arbres et des maisons emportés par des tourbillons. À notre avis, lorsqu'il décrit des maisons projetées dans les airs, il s'agit d'un phénomène observé en bordure de la coulée pyroclastique qui détruit tout sur son passage. Les retombées de l'éruption ensevelissent l'île sous une chape toxique atteignant par endroits 10 mètres d'épaisseur. Les rares qui échappent à une mort immédiate n'ont pas un sort enviable. Car il n'y a plus rien à manger. Les cendres ont noyé le littoral, tuant toute vie marine. Impossible donc de pêcher. Et la terre est devenue stérile. Aucune récolte de riz ne poussera pendant au moins 5 ans.
Riche ou pauvre, cela ne fait aucune différence. La famille du Raja de Sangar a été durement touchée. Sa fille est morte de faim. Si l'on considère qu'il était sans doute bien plus riche que les autres habitants de Sumbawa, cela montre à quel point la pénurie de nourriture a été sévère. « 90% de la population de l'île est morte dans l'apocalypse, ce qui en fait l'éruption la plus meurtrière de l'histoire. Après 7 semaines de fouilles, la ténacité de l'équipe porte ses fruits. Elle trouve enfin ce qu'elle cherchait. Egan, je crois que ce sont des dents. Un fragment de mâchoire avec environ 5 dents. On a toute une mâchoire. Il y a un squelette entier. Le crâne, la mâchoire et les vertèbres. Passe-moi le pinceau. Ce sont les premiers restes humains du royaume perdu de Tambora jamais découverts. Ils reposent ici, prisonniers des débris volcaniques, depuis près de 2 siècles. C'est très émouvant de découvrir des gens qui sont morts de manière si horrible dans cette éruption dévastatrice. La position du corps indique ce que les habitants faisaient au moment fatidique, et aussi comment ils considéraient le volcan. Bien sûr, l'éruption a dû inquiéter les habitants, mais visiblement pas au point de les pousser à prendre la fuite. Ils ignoraient qu'ils allaient être instantanément submergés par une coulée à 1000 degrés. Près du corps se trouvent 2 bouteilles en verre que la victime tenait sans doute au moment de l'impact. Elles permettent d'évaluer la chaleur dégagée par le volcan. Le verre a été brisé, mais en plus il a fondu. Donc la température de la coulée était suffisante pour ramollir et faire fondre du verre. Selon nos estimations, elle avoisinait 1000 degrés. Périr calciné dans une explosion pyroclastique suffisamment brûlante pour faire fondre du verre, voilà le destin tragique des premières victimes du Tambora. Aux Archives nationales de Londres, Michael Chenoweth continue à naviguer parmi les journaux de bord de la Royal Navy. Après une première étude d'ensemble, il se concentre plus précisément sur l'inconstant pour analyser ce qui est dit de l'évolution des vents et de leur direction. 8 octobre 1816, 18 mois après l'éruption, le navire britannique est pris dans une violente tempête. Ces journaux de bord donnent des relevés sur la température, mais aussi des renseignements sur les vents et la météo. On peut connaître le temps qu'il faisait pratiquement toutes les 2 heures. Donc, pour une seule journée, sur un seul navire, on a une foule d'informations. J'ai réuni 65 000 observations sur la température le long des principales routes commerciales entre l'Angleterre, l'Inde et la Chine. Pour la première fois, Michael Chenoweth sait exactement dans quelle mesure les températures ont chuté à la surface du globe et où le refroidissement a été le plus marqué. Selon lui, la température moyenne sur Terre a baissé de 1,1 degré Celsius, ce qui a suffi à provoquer un changement climatique majeur.
Et à certains endroits, la chute a été bien plus brutale. À l'été 1816, on a vu des températures inférieures de 5,5 degrés par rapport à la normale. La Suisse était au cœur du phénomène, mais il a été ressenti sur une bande allant de l'Irlande à l'Angleterre jusqu'au sud-est, en passant par le Benelux. Sur cette carte, les zones en bleu montrent là où le refroidissement a été le plus important. Pour la première fois, nous avons la preuve que le Tambora a affecté les océans et les tropiques, mais aussi l'Europe et l'Amérique du Nord. Il a fait plus froid que jamais. Dans certaines régions d'Europe et au Canada, les températures étaient inférieures à tout ce qu'on n'a jamais enregistré. Tous les records ont été battus. Ce n'est comparable à rien de ce que nous connaissons dans l'histoire moderne. Aujourd'hui, avec les problèmes de réchauffement climatique planétaire, ces recherches sont d'une grande importance. Elles aideront les climatologues à départager les changements dus à des événements naturels de ceux provoqués par l'homme. Sur les flancs du Tambora, les fouilles d'Haraldur Sigurdsson entrent dans leur 8e semaine et il a localisé un 2e corps. D'après sa posture, il devine comment la victime est morte. Sa reconstitution des faits prend forme progressivement. C'est le 2e corps que nous trouvons dans cette maison. Il était à l'extérieur, près du mur ouest. C'est quelqu'un qui a sans doute voulu s'enfuir pour se réfugier derrière la maison, mais qui a été tué sur le coup par la coulée pyroclastique. La carbonisation du corps est très avancée, bien plus que dans les autres éruptions que j'ai étudiées, y compris celle de Pompéi. Voilà le crâne dont il n'en reste que des fragments. Là, une partie de la cage thoracique. On voit les côtes de chaque côté de la colonne vertébrale. Enfin, des fragments, des os, des jambes étendus là. Il y en a aussi dans le dépôt carbonisé ici. En 35 ans de carrière, Haraldur a déjà analysé de nombreux squelettes, dont ceux de Pompéi. Mais ceux de Tambora sont uniques. La coulée qui les a emportés était plus chaude et plus rapide qu'aucune autre. Ce que nous avons découvert dans le village de Tambora me rappelle beaucoup ce que j'ai vu à Pompéi. Les gens d'ici sont morts à peu près de la même manière, à cette différence près qu'ici, la température de la coulée pyroclastique était bien plus élevée. Au bout de 3 mois, les fouilles touchent à leur fin. Une seule maison a été exhumée, mais on y a découvert 2 corps. Il reste encore tout un village à explorer et des milliers de victimes sont peut-être encore sous la cendre. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'une seule maison dans tout un village qui devait compter entre 6 et 10 000 habitants. C'est sans doute ici qu'habitait le Raja, le roi de Tambora, et il devait avoir un palais. Il est sans doute là, quelque part, sous les dépôts volcaniques. D'après ce qu'il a découvert, Haraldur peut enfin savoir comment le village de Tambora a été frappé le 10 avril 1815. Au moment de l'éruption, il y avait une personne dans la cuisine, sans doute une femme, qui préparait le repas. Elle a été assaillie par la coulée pyroclastique qui l'a fait tomber par terre et l'a tuée sur le coup, au milieu de tous les ustensiles que nous avons retrouvés dans cette cuisine. Au même moment, une autre personne, peut-être son mari, a couru hors de la maison pour tenter de s'abriter derrière le mur ouest, alors que la coulée venait de l'est. Nous avons trouvé son corps ici, près de la maison, mais lui aussi a été tué et totalement carbonisé. En 1815, cela fait déjà plusieurs années que le Tambora gronde et couve sous terre. C'est pourquoi, au moment de la première explosion, le 5 avril, la population n'y prête aucune attention.
Même quand la cendre commence à tomber du ciel, les gens ne quittent pas leur maison. Ils ont l'habitude de dormir dans l'ombre de ce géant bouillonnant. Ensuite, 5 jours plus tard, il y a une plus grande explosion. La colonne de feu atteint 44 km de haut, un record jamais égalé à ce jour. Les habitants n'ont plus que 4 heures à vivre. Ils se sont sans doute demandé si les choses allaient s'améliorer ou empirer. Ils ont eu la réponse vers 10 heures du matin, quand l'éruption a changé du tout au tout. La colonne s'effondre, créant une coulée pyroclastique d'air surchauffé. Dans la ligne de mire de ce torrent brûlant avançant à plus de 150 km/h, les habitants de Tambora n'ont aucune chance. Haraldur Sigurdsson laisse derrière lui toute une civilisation que de futures expéditions devront révéler au monde. Un jour, les flancs du Tambora nous offriront peut-être autant d'informations que le site de Pompéi. Son travail ici est un pas de plus pour mieux comprendre la puissance de la nature. Pour moi, être en présence de ces corps est une vraie leçon d'humilité. Cela me rappelle à quel point nous sommes peu de choses à côté des forces incroyables de la nature. Nous ne passons sur Terre qu'un court instant alors que ce volcan sera encore là dans des millions d'années et entrera en éruption encore et encore.